Bienvenue sur Up, la chaîne qui donne la parole aux experts pour comprendre le monde vraiment. En France, il existe des dizaines de scénarios de décarbonation. Ils sont par exemple produits par l'État avec sa stratégie nationale bas carbone, par l'ADEME, par RTE ou encore par des associations comme le Shift Project, Solagro ou Negawatt. Mais alors pourquoi autant de scénarios ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un scénario qui émerge du lot et qui devient la référence ? La réponse est simple, il n'y a pas de bonne solution. Tous les scénarios permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050, mais par contre, ils divergent fortement sur la façon d'y arriver. En face d'une production d'énergie, il y a une consommation. On peut donc choisir de consommer moins pour produire moins par l'efficacité ou la sobriété, ou on peut choisir de produire une énergie moins carbonée à isoconsommation. Évidemment, l'idéal, c'est d'allier les trois leviers. Derrière ces leviers se cachent des choix de société. Veut-on avoir plus ou moins d'avions ? Est-ce qu'on veut plus de nucléaire ? Plus de photovoltaïque ? Plus d'éolien ? Est-ce qu'on veut faire de l'autoconsommation ? Le choix d'un scénario plutôt qu'un autre est donc un choix collectif. Mais il implique quand même des éléments qui sont concrets, tangibles, de l'ordre du physique, comme les investissements en infrastructures qui vont être nécessaires pour faire advenir le scénario en question, et les impacts économiques et sociaux qui vont en résulter. Et donc, il faut pouvoir les évaluer. Aujourd'hui, on ouvre le capot de ces scénarios. On essaye de comprendre comment ils sont construits et évalués avec Julien Lefebvre. Julien, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieur et docteur en sciences économiques, chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, enseignant à AgroParisTech. Tu es également contributeur au GIEC sur le volet atténuation, le groupe 3, puisque ton expertise porte sur les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, justement, est-ce que tu peux commencer par expliquer comment est-ce qu'on établit un scénario de décarbonation ? Alors peut-être avant de rentrer dans le dur, il faut peut-être définir un petit peu ce qu'on appelle un scénario. Et je dirais qu'un scénario, c'est en fait une histoire, d'abord, de la façon dont le futur peut se dérouler, dans un ensemble possible d'alternatives, basé sur un jeu d'hypothèses cohérentes. C'est la cohérence qui fait le scénario. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je dirais que les scénarios, ce sont les outils de ce qu'on va appeler la démarche prospective. Je commence par donner quelques définitions parce que je pense que c'est important parce qu'on confond souvent prospective et prévision. Là où la prévision, c'est simplement deviner le futur proche, c'est-à-dire il est imposé, il est là, j'essaie de comprendre le futur le plus probable à court terme. C'est la météo. La météo, exactement. La prospective, c'est tout autre, c'est un regard plus lointain, toujours sur le futur, mais un regard à plus long terme, pour essayer de comprendre les futurs possibles et quelque part les risques et opportunités liés à différentes trajectoires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça sert à quoi ? Ça sert à nous aider à décider aujourd'hui. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et donc, j'aime bien, pour illustrer ce qu'est la prospective, j'aime bien citer cette phrase de Gaston Berger, qui est un des précurseurs de la prospective. Il dit que demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau, et il est moins à découvrir qu'à inventer. Donc je trouve que c'est un bon point de départ pour comprendre ce que c'est qu'un scénario. Voilà. Voilà, donc c'est une introduction un peu générale sur le concept de scénario. Et après, on peut... Ouais, exactement. Et après, il y a la question des degrés de liberté, justement, parce que tu évoques le fait que là, on est dans une logique prospective. Donc, par définition, on est en train de chercher à construire un futur et à faire advenir ce qui est souhaitable. On pourra définir aussi ce qu'on entend par souhaitable ou non. Mais en l'occurrence... il y a une question sur cette thématique des degrés de liberté qui est, il y a quand même des éléments physiques qui sont implacables, qui s'imposent à nous. Il y a une composante de choix de société. Comment est-ce qu'on positionne le curseur entre ces deux composantes-là quand on parle de scénario de décarbonation ? Alors,
Donc effectivement, là j'ai parlé de scénario en général juste avant, là on parle de scénario de décarbonation, donc on est dans un contexte particulier qui vise à satisfaire un objectif climatique. Et donc par exemple, si on prend le cas de la France, le scénario de décarbonation va consister à atteindre un objectif par exemple, de neutralité, de ce qu'on appelle neutralité carbone, à horizon 2050 par exemple. Et donc ça nous impose la contrainte du scénario, il faut satisfaire cet objectif de neutralité, voire un objectif de réduction, donc une trajectoire de réduction d'émissions année après année. Et donc, au-delà de cette contrainte, la façon d'agencer les leviers, qu'ils soient techniques, sociaux, économiques, reste assez ouverte. Et c'est là que la discussion sur les possibles intervient. Alors, pour résumer, les leviers, parce que je pense que c'est important quand on parle de décarbonation, je ne sais pas si tout le monde est complètement familier avec ce concept-là. Tu en as parlé au début, la question énergie, décarbonation. Mais pour résumer rapidement, les leviers de décarbonation, c'est quoi ? Alors d'abord, les émissions, c'est avant tout l'énergie. Okay, à gros traits, c'est 2/3, une question énergétique et d'usage d'énergie fossile. Il y a la question des émissions de procédés industriels ou dans l'agriculture, qui est aussi important, mais les 2/3, c'est de l'énergie. Et donc, décarboner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord réduire la consommation d'énergie, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire réduire l'intensité carbone de l'énergie. Okay. Et pour ça, on fait comment ? Pour réduire la consommation d'énergie, on a plusieurs façons de faire. Il peut y avoir une évolution des pratiques, par exemple ce qu'on appelle la sobriété, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Hein. Donc des changements de comportement qui permettent de réduire la consommation d'énergie, mais aussi des leviers techniques, d'efficacité énergétique. Par exemple, quand je rénove mon logement, je réduis techniquement mon besoin d'énergie. Une fois qu'on a un peu dimensionné la consommation d'énergie, il y a la question de sa décarbonation. Et donc là, il y a plusieurs leviers principaux. C'est d'abord la question de l'électrification. C'est-à-dire qu'on passe de consommation d'énergie fossile à de l'électricité. Donc par exemple, je change ma chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Et le dernier levier, c'est de décarboner la production d'électricité elle-même. Et donc passer... Alors c'est peut-être moins pertinent pour la France, mais à l'échelle mondiale, ça l'est, puisqu'il reste une grosse partie de la production d'électricité qui repose sur les énergies fossiles. Et donc décarboner la production d'électricité, c'est introduire des sources donc non carbonées, notamment les énergies renouvelables et aussi le nucléaire. Et donc un scénario de décarbonation, ça consiste à essayer d'expliquer les différentes trajectoires qui mettent en œuvre ces leviers-là, selon, encore une fois, différentes modalités, avec un accent qui peut être mis d'une certaine façon sur la question des changements de mode de consommation et de production, à combiner à des mesures technologiques. Et on voit que la discussion sur les trajectoires futures vont s'appuyer sur différents degrés de mobilisation de ces leviers-là. Après, je peux peut-être préciser, donner un élément sur la méthode, sur comment on fait ça, dans les grandes lignes. Et pour ça, je voudrais revenir à ma définition initiale du scénario, puisque un scénario, c'est avant tout une histoire. Avant d'être des chiffres et un tableau de chiffres et une trajectoire, c'est d'abord une histoire qui tire... dont la cohérence est garantie par la cohérence du récit. Donc c'est d'abord quelque chose qui se raconte. Donc c'est d'abord quelque chose qui raconte et ensuite qui va se traduire en chiffres. Et c'est pour ça que pour construire les scénarios, on utilise souvent une méthode que l'on dit story and simulation. C'est-à-dire on commence par raconter une histoire qui a une cohérence interne, sur, encore une fois, la façon dont évoluaient les aspects économiques, sociaux, de gouvernance, de disponibilité ou non de telle ou telle technologie. Et ensuite, sur la base de cette histoire, on la traduit en hypothèses quantitatives. Donc par exemple, des hypothèses sur la démographie, l'évolution démographique, des hypothèses sur la croissance économique potentielle. On dit, c'est un peu un jargon, mais... sur telle acceptabilité de telle technologie. Voilà. Et la dernière étape, c'est d'utiliser ces forces motrices, quelque part, qu'on a quantifiées, en amont d'outils plus quantitatifs qui vont décrire, justement, les scénarios et la trajectoire d'un point de vue quantitatif. Et ça, on y reviendra, mais on mobilise pour ça ce qu'on appelle des modèles. Voilà. Donc, voilà la méthode générale pour construire ces scénarios de décarbonation. Ben justement, on peut peut-être commencer à ouvrir un petit peu le capot.
Parce que, donc tu l'évoques, on part d'une histoire du futur qu'on souhaite voir advenir parmi un ensemble de futurs contrastés. Euh, et donc, ces scénarios de décarbonation, par définition, ils sont multiples, parce qu'il y a une infinité de manières d'atteindre cet objectif de neutralité carbone à la fin. Il faut pouvoir les évaluer pour les comparer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement évaluer un scénario de décarbonation? Comment ça fonctionne? Donc alors, évaluer, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça revient principalement à ce que j'ai commencé à évoquer, à savoir quantifier. Quantifier la trajectoire associée à l'histoire, à l'histoire du scénario, et donc notamment quantifier les évolutions en matière de consommation d'énergie, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, consommation d'énergie et décarbonation de l'énergie dans les différents secteurs. Parce que effectivement, tu l'as mentionné en introduction, les émissions sont impliquées dans tous les secteurs de l'économie, et donc l'évaluation du scénario doit se faire dans tous les secteurs. On évalue la décarbonation dans le transport, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'agriculture, etc. Donc il y a cette phase de quantification des trajectoires, quelque part physiques et énergétiques, à quoi se rajoute une évaluation plus socio-économique. Donc on va chercher à évaluer les implications socio-économiques en termes d'impact sur l'économie en général, donc sur la croissance économique, on peut dire, d'impact sur l'emploi, d'impact sur la compétitivité, ce genre de notions macroéconomiques. Donc, évaluer un scénario, ça consiste aussi à donc évaluer, par exemple, ces dimensions socio-économiques. Donc, quelles sont les implications socio-économiques de la mise en œuvre des stratégies plus techniques, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Et donc là, tu fais rentrer en jeu des modèles à ce moment-là, parce qu'on ne fait pas ça au doigt mouillé, il y a des méthodes très bien établies. Et justement, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de ces méthodes, de ces modèles qui sont utilisés pour faire ces évaluations? Alors, en effet, on utilise, comme tu l'as très bien dit, hein, le raisonnement back of the envelope, hein, voilà, a son intérêt, mais a aussi ses limites par rapport à la capacité à prendre en compte des mécanismes qui peuvent être non intuitifs et non triviaux, hein, à certains moments. Donc pour ça, on utilise des choses un tout petit peu plus compliquées, ce qu'on appelle des modèles. Alors un modèle, c'est quoi? On pourrait dire que c'est une représentation simplifiée, mathématisée, d'un système complexe réel. Alors par système complexe réel, j'entends par exemple l'économie. Le système économique est un système réel dont on a envie de représenter des maquettes en fait, que sont ces modèles. Le système énergétique est aussi un système complexe. Pour la production d'électricité, d'un côté la demande dans le transport, dans le bâtiment, etc. Ça, c'est un système complexe réel. Et donc pour ça, pour le quantifier et mieux comprendre en fait les interactions au sein de ce système, on va utiliser donc des modèles qui sont encore une fois une représentation simplifiée pour mieux comprendre ces mécanismes, pour mieux comprendre comment ces systèmes réels fonctionnent et aussi pour être capable d'évaluer leur évolution future et donc produire des trajectoires de ces systèmes réels que sont donc les scénarios. Alors, en fait, il y a donc plusieurs types de modèles qui ont leurs forces et faiblesses complémentaires quelque part, et qui sont aussi issus de traditions historiques un peu différentes, qui ont convergé à certains moments. Mais si je devais dresser un panorama rapide des outils, il y a d'abord la tradition plus de l'ingénieur, plus technico-économique sur l'énergie. Donc ça, c'est des outils qui ont émergé typiquement au moment de l'émergence des questions de long terme, et notamment liées à l'énergie. Typiquement suite au choc pétrolier dans les années 70, et l'émergence des questions de long terme, notamment le rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, qui, un peu pour la première fois, a mis sous les projecteurs des problématiques de long terme. Et, voilà. Donc, dans ce contexte-là, émerge la question de la modélisation énergétique, en fait, pour répondre à la question de quel système énergétique je dois mettre en place pour satisfaire ma demande énergétique dans les décennies qui arrivent. Donc ces modèles-là, ils servent à comprendre ça. Donc en gros, ma demande énergétique est un peu donnée, et j'essaie de comprendre le système technique
quelles technologies, quelles infrastructures, combien de centrales électriques je dois produire pour satisfaire ma demande. Donc c'est une vision très ingénieure. Exactement. Et donc le Club de Rome, Limits to Growth, c'est Denis Meadows. Donc on est effectivement en 1974 pour resituer la période. On est dans ces eaux-là post-choc pétrolier. Voilà, 73 exactement. Ouais. Mais voilà, mais tout à fait. Alors après, c'est là où on peut rentrer, le diable est dans les détails, mais là, à ce moment-là, c'était pas complètement de la modélisation énergétique. C'est de la modélisation globale, de l'environnement global, mais qui s'appuie malgré tout sur des notions d'ingénieur, hein, avant d'être des notions d'économiste. Dans ce cadre-là, c'était plutôt une question de dynamique des systèmes, mais encore une fois, avec un fondement très ingénieur dans l'approche. Mais du coup, pour revenir à cette question de l'énergie, donc on modélise le système énergétique, mais par contre, on ne dit pas grand-chose sur le système économique plus généralement. Donc avec ces modèles-là, on ne va pas être capable d'évaluer les impacts socio-économiques plus larges de la réalisation de telles trajectoires. On va être capable de dire, voilà quel système énergétique il serait souhaitable de mettre en place pour satisfaire ma demande. Voilà les investissements à réaliser chaque année voilà. On peut aussi rajouter des contraintes sur les émissions, dire, voilà, il faut satisfaire cette demande, mais sous contrainte d'émissions, justement dans le cadre de la décarbonation. Mais par contre, on ne va pas être capable de dire... on ne va pas être capable de qualifier des éléments sur la macroéconomie. D'accord. Donc on dit j'ai besoin de produire tant de térawattheures sur X années, ça va peut-être augmenter, ça va peut-être baisser. J'ai telle technologie que je mets en face à coût maîtrisé, et c'est ça que ça dit, ces modèles. Voilà, exactement. Et ça décrit donc quel équipement je dois installer, à quel moment, à quel coût, et du coup quel mix énergétique en résulte, etc. Donc ça, c'est la première approche. Une deuxième approche qui s'est développée historiquement pour répondre à d'autres questions, des questions complémentaires, donc d'ordre plus économique, c'est ce qu'on appelle la modélisation macroéconomique, donc plus de l'économiste, qui a cherché à répondre à des questions complémentaires, par exemple sur la question de savoir quel est le coût, en fait, de la transition bas carbone. Donc quel est le coût macroéconomique, par exemple, de la décarbonation. Et donc pour ça, on a mobilisé des outils plus de l'économiste, qui ont une représentation pas physique à la base, hein, en euros, hein, du système économique pour être capable d'évaluer les impacts de telle ou telle politique, par exemple climatique, hein, donc de décarbonation, sur la production économique, sur l'emploi, sur la compétitivité industrielle, etc. Donc c'est des approches complémentaires permettant de répondre à des questions complémentaires. Et plus récemment, en fait, on a cherché à rapprocher les deux types d'outils, dans le but de tirer parti des forces de chacun. C'est-à-dire de réconcilier en fait la vision de l'ingénieur et de l'économiste pour être capable de projeter des futurs à la fois cohérents sur le plan physique, sur le plan de l'énergie, mais aussi cohérents avec la trajectoire économique. Et c'est ce qu'on va appeler des modèles hybrides. Voilà. Et donc on est à ce stade un petit peu de développement. Et voilà, les modèles sont de plus en plus raffinés sur d'autres dimensions aussi, sur les dimensions des comportements. C'est une parenthèse, mais je pense qu'elle est importante. Sortir un petit peu des hypothèses de marché parfait, par exemple, pour essayer de coller plus fortement à la réalité de l'imperfection des comportements des acteurs économiques. Oui, exactement. Il y avait une modélisation que tu m'avais partagée, là, que je trouve assez parlante. C'est le fait de pouvoir les positionner en fait, sur 3 axes, ces modèles-là. Oui, tout à fait. Ceux que tu évoquais, qui vont être performants sur l'aspect vraiment technique, énergétique. Ceux qui vont être performants plus sur le côté économique. Et la troisième voie en quelque sorte, qui est l'axe de la profondeur, qui vient réconcilier en fait les comportements réels observés sur les marchés. Et ça me fait penser à une autre petite parenthèse sur le volet économique justement. Il n'y a pas consensus, il y a plusieurs manières de représenter l'économie avec les deux points de vue assez traditionnels que sont les modélisations néoclassiques et puis keynésiennes, mais qui prennent des hypothèses qui sont fondamentalement différentes et qui vont forcément faire évoluer la façon dont on va analyser l'impact économique de tel ou tel scénario. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point déjà sur ces deux manières de voir l'économie, qu'est-ce qu'elles disent chacune et comment ensuite ça impacte l'évaluation qu'on pourra faire des scénarios qui sont mis en place?
Alors, effectivement, pour illustrer, donc là, en fait, ça touche en effet à la question un peu de l'incertitude irréductible sur des théories macroéconomiques, enfin divergentes quelque part, et qui, dans une certaine mesure, ont chacun leur part de vérité, et qui en tout cas permettent d'expliquer des aspects complémentaires de la réalité macroéconomique. Alors, dans le contexte de l'évaluation des scénarios de décarbonation, en effet, c'est central, puisque en fonction de l'approche macroéconomique qu'on va privilégier, ça va avoir un impact, y compris sur le résultat qualitatif en termes d'effets macroéconomiques. Et alors, pour prendre un exemple concret de ce qui différencie ces approches, l'exemple qui me paraît le plus évocateur, c'est ce qu'on appelle la question de l'éviction de l'investissement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu barbare? Alors, je fais un pas en arrière parce que ça va clarifier. En fait, la décarbonation, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord de l'investissement. D'accord? C'est investir dans des équipements différents de ce qu'on a aujourd'hui, plus verts. Donc c'est, je change ma voiture, j'achète une voiture électrique, je change ma chaudière, je dois investir pour acheter une pompe à chaleur. Donc au total, dans un scénario de décarbonation, en gros, il nous faut typiquement, il nous faut à peu près 2% du PIB en plus d'investissement net. D'accord ? Donc ça, c'est un peu le choc macroéconomique central dans un scénario de décarbonation. Et donc c'est là que les deux traditions macroéconomiques vont un petit peu s'opposer, par rapport justement à la question de la disponibilité de cet investissement supplémentaire. Je dois trouver 2 points de PIB en plus pour réaliser l'effort de décarbonation. Et d'un côté, l'approche que je qualifierais de néoclassique fait en général l'hypothèse que l'investissement total disponible, il est contraint par l'épargne dont on dispose. Donc en gros, ce que je peux investir une année ou dans une période donnée est contraint par l'épargne disponible. Et donc si l'investissement total est contraint, si j'investis plus à gauche, j'investis moins à droite. D'accord ? Pour habiller Jacques, je dois déshabiller Paul. Okay ? Et donc ça, c'est un peu la vision pessimiste, puisque quelque part la décarbonation se fait au détriment de l'investissement productif dans l'économie. Et ça a pour conséquence d'induire une analyse, un coût macroéconomique de la décarbonation. A contrario, la tradition plus post-keynésienne, et donc, dans le cas précédent, on parle d'éviction totale de l'investissement, c'est-à-dire l'investissement de décarbonation évince complètement les autres investissements. Oui, on l'investit quelque part, on ne pourra pas le récupérer, voilà. Ça ira pas ailleurs. Ça ira pas ailleurs. Dans l'approche post-keynésienne, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, quelque part, on peut rajouter de l'investissement, par le crédit, par exemple, pour financer le surcroît d'investissement nécessaire à la décarbonation. Donc on n'a pas besoin, ex ante, de l'épargne nécessaire pour investir plus dans la décarbonation. Et donc ça a un effet macroéconomique central, puisque en fait, l'investissement qui s'ajoute est un stimulus additionnel dans l'économie. J'augmente la demande de mon économie. Par exemple, quand je dois rénover les logements, j'augmente la demande en travail de rénovation. Et donc ça induit un choc positif sur la demande. Et donc, par ce fameux effet multiplicateur keynésien, ça génère un surcroît d'activité et donc d'emploi. Et c'est là où, du coup, la modélisation post-keynésienne va souvent avoir une évaluation plus positive de la transition, au moins à court terme, puisqu'elle va être génératrice d'un surcroît d'activité et donc d'emploi. Voilà. Et donc ça, c'est un peu les deux approches polaires. Mais voilà, la réalité est entre les deux. Et du coup, pour conclure juste sur ce point-là, on voit que c'est important d'avoir ces deux visions, en fait, de maintenir ces deux visions pour comprendre un petit peu comment l'incertitude sur l'approche macroéconomique se répercute sur l'analyse. Et justement, dans la façon dont sont conçus les modèles, est-ce qu'il y a certains modèles qui vont prendre totalement une approche néoclassique, totalement une approche keynésienne? Comment on les paramètre à la fin, peut-être pour être sur un espèce de juste milieu entre les deux, parce qu'on voit finalement que c'est peut-être plutôt là que le curseur doit être positionné. Comment sont paramétrés les modèles par rapport à ces hypothèses économiques ? Alors, ce que j'exprimais précédemment, c'était pour schématiser. Dans les modèles, on est souvent sur des choses un petit peu plus subtiles, même si, il y a quand même ces
ces cadrages théoriques qui peuvent différer. Voilà. Et donc il y a une forme de rigidité hein, par rapport à l'approche des modèles. Donc quelque part, cette incertitude-là, elle est moins évaluée, si tu veux, en faisant changer des choses au sein d'un modèle, elle est plutôt évaluée en utilisant des modèles complémentaires. Donc en fait, avec chacun sa propre calibration. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Quelque part, la contrainte de la théorie macroéconomique sous-jacente reste assez forte, mais c'est plutôt l'utilisation de modèles complémentaires qui permet encore une fois, de montrer l'étendue quelque part de l'incertitude. Mais justement, tu anticipes un peu sur ma question suivante parce que donc là, on a bien vu, il y a ce qu'on appelle les modèles bottom-up, top-down. Sur la partie évaluation économique. Derrière, bah, forcément, ils ont tous leur façon d'agir dans les faits quand on fait une évaluation du coup de scénario. Comment est-ce que ça se déroule en pratique? On utilise une combinaison de modèles a priori. Comment est-ce qu'on les agence entre eux pour aboutir à l'évaluation qui soit la plus juste, fiable possible? Alors, effectivement, donc ça, ta question est importante et me suggère une remarque par rapport au paysage que j'évoquais tout à l'heure, avant de rentrer, d'y répondre directement, mais pour quelque part réfuter l'idée qu'il y aura un modèle idéal. Hein, voilà, on parle de tradition avec leurs forces, leurs faiblesses, la façon de les combiner, mais on ne va pas chercher à faire un modèle du grand tout. D'accord, le modèle idéal, le modèle à l'échelle 1, je dirais. Celui-là, il n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'est pas pertinent, d'une certaine façon. Et donc, il y a aussi un intérêt, en fait, à combiner des modèles complémentaires. Donc, sans chercher à avoir un seul modèle, pour combiner leurs avantages respectifs. Et parce que derrière, il y a un petit peu un arbitrage entre cohérence et complexité, en fait. Donc, en gros, en pratique, on utilise plusieurs modèles. Et on procède en général de la façon suivante. Donc pour venir à du concret sur les scénarios de décarbonation, il y a d'abord l'histoire, le récit du futur possible. Ensuite, il y a donc des hypothèses d'entrée, ce qu'on appelle un cadrage socio-économique. Donc on va faire des hypothèses sur, encore une fois, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais de tendances démographiques, de tendances de croissance économique potentielle, aussi du croissance du reste du monde, hein, des prix d'énergie. Tu les établis, du coup, donc ça, c'est des hypothèses d'entrée. Ça, c'est des hypothèses d'entrée. Alors, et c'est là où toute la subtilité de la prospective, c'est-à-dire qu'on utilise des données passées pour en tirer des traits stylisés, mais on peut aussi considérer que le futur a quelque chose d'inédit. Donc il faut se laisser aussi la possibilité de faire des hypothèses un peu contrastées là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le cadrage initial, il est comme ça. Il y a ces hypothèses-là d'entrée. Et qui, d'ailleurs, par exemple, pour le cas des scénarios français, vont parfois provenir d'organismes extérieurs. On va, par exemple, s'appuyer sur les chiffres de la Commission européenne, qui donne un cadre où on va s'appuyer sur les dires d'experts en démographie. Voilà. Et nous, on va prendre ça quelque part comme argent comptant. Et encore une fois, avec l'idée qu'on peut tout à fait avoir des visions contrastées de ces hypothèses. Donc, revenons là-dessus, le cadrage socio-économique qui est pris en entrée. Ces hypothèses-là, quelque part, vont dimensionner la demande d'énergie, en fait. Et donc ça va être mis en entrée de modèles plutôt bottom-up, plutôt sectoriels, qui vont ensuite quantifier les trajectoires de décarbonation à l'échelle des différents secteurs. Donc si je prends le secteur du transport, un modèle donc bottom-up sur le transport va me décrire la décarbonation de ce secteur en me décrivant, par exemple, les changements de pratiques de mobilité, on va moins se déplacer, les reports entre modes de transport, voilà, l'adoption de véhicules électriques, etc. Donc avec ces modèles-là, je vais quantifier ces trajectoires sectorielles. D'accord. Et le modèle, lui, du coup, il est spécialisé sur un secteur d'activité particulier ou il y en a qui sont génériques, qui vont couvrir tous les secteurs? Alors il y a les deux, il y a des modèles qu'on appelle du système énergétique qui couvrent à la fois les secteurs d'offres d'énergie, donc en particulier le secteur électrique, et les secteurs de demande. Et
Les secteurs de demande, c'est grosso modo transport, bâtiment, industrie et un peu agriculture. Et après, on peut aussi mobiliser des modèles sectoriels. Dans le cadre typiquement des scénarios de l'ADEME ou le scénario de la stratégie nationale bas carbone, c'est un panel d'outils sectoriels, de modèles sectoriels qui sont mobilisés. Donc, je reviens à ce que je disais, cadrage socio-économique qui est pris en entrée de ces modèles sectoriels pour calculer en fait des trajectoires sectorielles et plutôt technico-économiques, donc plutôt techniques de décarbonation. Et ensuite, en pratique, l'évaluation socio-économique intervient dans un second temps. Donc là, on va utiliser des modèles plus macroéconomiques ou alors des modèles hybrides en fait, qui vont aussi être capables de représenter une partie des enjeux énergétiques. Et on va mettre en entrée les résultats des modèles sectoriels. C'est-à-dire, on va dire, voilà ce qui se passe dans le secteur des transports. Le secteur des transports, on va investir tant pour réaliser sa décarbonation. Donc ça, c'est quelque chose que je vais forcer dans le modèle macroéconomique. Et le modèle macroéconomique va me simuler la réponse du reste de l'économie à la réalisation de la décarbonation dans les différents secteurs. Et donc là, je reviens au choc d'investissement dont je parlais. D'accord ? C'est-à-dire que le modèle sectoriel, il va me dire, voilà, il me faut investir tant pour, dans les véhicules électriques, dans les infrastructures de transport public, etc. Ça, je vais prendre ça en entrée de mon modèle macroéconomique, qui, lui, va calculer les impacts sur l'ensemble de l'économie, et aussi l'impact sur l'emploi, sur la compétitivité, puisque dans ces modèles macro, il y a aussi toute la dimension prix qui est évaluée. Donc c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc en résumé, un cadrage socio-économique qui drive des modèles sectoriels sur la décarbonation technique. Et ensuite, à la fin, quelque part, on fait une évaluation socio-économique ou macroéconomique avec des modèles plus macroéconomiques et d'autres évaluations complémentaires qui sont tout aussi importantes sur notamment les questions d'effets, ce qu'on appelle d'effets distributifs, donc d'inégalité. On essaie de comprendre ce que le scénario de décarbonation va impliquer pour les différents types de ménages. En fonction des catégories de revenus, des géographies, on va chercher à comprendre l'impact des scénarios sur les inégalités, en fait, quelque part. C'est par exemple le cas de la rénovation des bâtiments, des ménages qui auraient plus de facilité à investir pour rénover, et du coup certains qui se retrouveraient à nouveau dans leur passoire thermique. C'est ce genre d'inégalité à la fin qu'on essaie de regarder. Tout à fait. Alors, on peut évaluer ça à différents niveaux. Mais en effet, c'est d'essayer de comprendre les impacts, encore une fois, économiques qui vont différer entre les types de ménages. Là-dessus, peut-être un exemple parlant. En général, si on fait pas attention à ce qu'on fait, la décarbonation va être ce qu'on appelle régressive, c'est-à-dire qu'elle va peser relativement plus sur les moins aisés. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que les moins aisés, en moyenne, ont des dépenses énergétiques en part de leur budget plus importantes que les plus aisés. Donc forcément, quand on va mettre en place des politiques qui vont viser à changer cette facture énergétique, comme elle représente un poids plus important dans leur budget, relativement, ils vont être plus impactés. Mais heureusement, on sait bien qu'il faut mettre en même temps des mesures qui permettent justement de corriger ces effets distributifs négatifs. Et d'ailleurs, ça c'est un point central de la politique publique. Et d'ailleurs, on devrait commencer par ça. Et donc MaPrimeRénov', sur l'exemple que j'évoquais typiquement. Exactement. Et donc, par rapport à ça, puisque je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais il y a un point qui me paraît important de rappeler ici, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'impact macroéconomique. Et j'ai illustré l'incertitude qui s'y attache. On voit que, des fois c'est positif, des fois ça l'est pas, en fonction du modèle. Et finalement, d'un point de vue politique publique, ça va pas être ça qui va être central. Quelque part, ce qui va être central, c'est la question, encore une fois, distributive. C'est d'être capable de comprendre qui sont les gagnants et les perdants. Puisque au premier ordre, c'est un jeu à somme nulle, cette affaire. Et en fait, ce qui est important, je pense, dans l'évaluation de ces scénarios-là, c'est avant tout, encore une fois, de bien comprendre qui va gagner, qui va perdre dans cette transition. Donc à la fois en termes de secteurs, puisqu'il y aura des secteurs qui sont intrinsèquement liés aux énergies fossiles qui vont devoir décliner, fatalement. Mais il y aura aussi des secteurs émergents, des secteurs verts.
voilà. Et donc là, il y aura des gagnants et des perdants. Par rapport aux emplois, il y aura aussi des gagnants et des perdants. Et aussi au sein des ménages. Si on gère pas les choses comme il faut, il y aura des gagnants et des perdants. Donc, ces évaluations servent à ça aussi. Donc, voilà. C'est probablement la question la plus centrale, en fait. Ouais, exactement. Et justement, ça me fait venir une autre question. Dans ce déroulé d'étapes, donc cadrage socio-économique, évaluation ensuite bottom-up sur le volet vraiment des technos, puis évaluation économique top-down. Est-ce que dans certains cas, ça conduit à une nouvelle itération où on repart du coup sur l'histoire d'origine en se disant bon, ben, on va venir ajuster ça, on refait à nouveau une itération de ces 3 étapes, ou est-ce qu'on se dit bon, à la fin ça me sort un résultat, ça me dit des choses sur ce scénario, sur les volets que tu évoquais, et je garde ça comme ça. Et je vais évaluer un autre scénario après, ou est-ce que parfois ça conduit même à revoir complètement le scénario? Alors, la bonne pratique consiste à effectivement avoir une approche itérative. Pour un certain nombre de raisons liées à ce qu'on va appeler des questions de bouclage. Encore une fois, c'est un jargon, mais pour vérifier pour vérifier la cohérence simultanée de la dimension énergétique, physique et macroéconomique. Et donc là, ça va aussi dépendre de la complexité en fait du scénario et du détail avec lequel on travaille, puisque ça peut vite être coûteux. Ce processus itératif peut aussi être très coûteux à réaliser, mais il faut à minima vérifier la cohérence. Par exemple, si on a un diagnostic macroéconomique pessimiste ou que ça a une implication sur les prix, par exemple on se rend compte que ça fait exploser le prix, tel ou tel prix, eh ben, ça va peut-être nous inciter à revoir la stratégie de décarbonation sectorielle elle-même. Voilà. Ou s'il y a des choses qui ne sont pas tenables d'un point de vue économique, en termes de compétitivité, par exemple, eh ben, voilà, ça va être une occasion d'organiser un dialogue, de repartir dans la discussion sur la stratégie de décarbonation elle-même. T'as des exemples comme ça de scénarios que tu as été amené à évaluer où à la fin on s'est dit non là c'est sur tel secteur on arrive sur des conséquences qui sont pas tenables? Alors je ne sais pas si j'ai des exemples précis, mais j'ai peut-être des éléments d'illustration de choses qu'il faut un peu vérifier et qui sont importantes à vérifier et qui ne sont pas forcément immédiates. Par exemple, quelque chose qui va être un petit peu complexe, c'est le lien entre, je dirais, l'industrie et l'énergie elle-même. Parce qu'en fait, pour décarboner, il faut investir dans de nouveaux équipements. D'accord ? Il faut des panneaux solaires, il faut des éoliennes, il faut des voitures électriques. Mais pour ça, il faut une production industrielle à mettre en regard. Il faut produire tout ça. Et donc derrière, il faut produire de l'acier, il faut produire du ciment pour rénover. Et cette industrie, donc du coup, cette production industrielle appelle de l'énergie elle-même. C'est-à-dire pour produire de l'acier, il faut de l'énergie elle-même. Et donc ce bouclage entre décarbonation de l'énergie et industrie, bon, ça va être un élément, c'est un exemple d'élément qui n'est pas toujours parfaitement bien pris en compte dans les modèles bottom-up et sectoriels, qui sont analysés en silos, de manière séparée. Et donc, il y a une vérification ex post à faire. Si par exemple, si on fait exploser le nombre d'éoliennes par exemple, ben on va faire augmenter fortement la demande d'acier, et donc il faudra derrière ajuster notre production, ou alors nos importations d'acier. Mais voilà, donc il y a des petits ajustements comme ça, qui sont importants de faire. Ok, et on commence à mettre un peu le pied dedans, mais là, comme on voit un peu la finesse du fonctionnement de ces modèles-là, ça ouvre la porte aussi à se demander quels sont les biais qu'on peut retrouver dans les différents modèles qu'on utilise, et donc qui vont se retrouver à la fin sur les conséquences qu'on envisage de tel ou tel scénario. Oui, tout à fait. Et alors, effectivement, immanquablement, dans ces modélisations-là, il y a des trous dans la raquette. Il va rester des angles morts. Alors, il y en a de plusieurs ordres, mais je peux peut-être prendre un exemple qui me paraît représentatif et probablement sous-exploré.
alors que c'est lié à des enjeux d'acceptabilité, des enjeux sociaux majeurs, et j'ai déjà d'ailleurs commencé à l'évoquer, c'est, à mon avis, la question de l'emploi, et la capacité à bien qualifier les coûts, quelque part, et contraintes liées à la transition qui doit s'opérer sur le marché de l'emploi dans un cadre de scénario de décarbonation. Puisque, comme je l'ai dit, il va y avoir des secteurs qui vont décliner immanquablement, et donc des pertes d'emplois dans ces secteurs-là, et en même temps des emplois, de nouveaux emplois qui vont être créés. Et en fait, cette question-là de transition du marché de l'emploi, des qualifications nécessaires, et des requalifications du coup nécessaires, parce que quelqu'un qui travaille dans une centrale électrique à gaz, c'est pas les mêmes compétences que lorsqu'on doit piloter une usine ou un champ d'éoliennes. Donc cette question-là est, je crois, encore sous-évaluée dans les scénarios. Par exemple, si on peut prendre un exemple concret, les scénarios de décarbonation français font par exemple l'hypothèse qu'il va falloir réaliser plusieurs centaines de milliers de rénovations complètes chaque année. Et donc ça, voilà, on voit que ça nécessite de mobiliser un certain nombre d'artisans. Ouais, je Et crois donc, que c'est 200 000 par an jusqu'en 2030. ça dépend, voilà, entre 200 000 et ça peut aller jusqu'à 700 000, voire 1 C'est million dans certains scénarios. Voilà, mais on voit que c'est massif. Et donc la vérification de la disponibilité des artisans n'est pas toujours systématique. Voilà, par exemple, il faut des gens qui installent des pompes à chaleur, il faut des artisans agréés pour les rénovations de l'habitat, etc. Et voilà, cette vérification-là, au moins dans les scénarios macro, sont pas toujours faites. Et je rajoute aussi, donc ça c'est aussi au niveau sectoriel en fait, hein, dans les grands secteurs. Et autre point qui me paraît important, c'est même au niveau macro, c'est quelque chose la question de l'emploi est quelque chose de sous-évalué, puisque les modèles ont probablement une vision trop optimiste de la transition de l'emploi, puisque la plupart ne modélisent pas en fait le coût lié au fait de requalifier en fait un employé d'un secteur vers un autre. Et donc ça, parce qu'effectivement, la requalification a un coût. Le fait de changer d'emploi, effectivement, il y a un chômage transitoire, immanquablement. Il y a aussi une question de bassin d'emploi. Ça aussi, c'est central. Les activités n'ont pas forcément lieu au même endroit. Et donc ça va avoir un coût qui est en général un peu passé sous silence. A fortiori dans la modélisation macro. Effectivement, ouais. Et puis la question de l'acquisition de la compétence aussi, souvent dans les modélisations économiques, on suppose qu'il n'y a aucune friction dans le transfert d'un employé d'un secteur A à un secteur B. Voilà, c'est exactement ça. Alors on modélise quelques frictions, mais qui sont d'ordre très macroéconomique, et pas tant dans, encore une fois, la capacité à tel employé de tel secteur à se requalifier ou à migrer vers un autre secteur. Et voilà, et j'ai illustré les contraintes de la vraie vie en termes de qualification, mais aussi en termes, je pense que c'est important, de bassin d'emploi. Et c'est là où la question aussi de la descente en échelle, la territorialisation des scénarios devient importante. Et ça, c'est d'ailleurs un effort qui est de plus en plus fait à mesure de l'enrichissement des scénarios. La question de la territorialisation devient importante pour être au plus près de la politique réelle de terrain. Oui, du coup, il y a les PCAET à l'échelle des communes. Exactement. C'est cette logique-là, en fait, ce genre déclinaison. Voilà, tout à fait. Effectivement. Et donc ça, c'est la voie qui nous permettrait finalement d'être le plus juste dans l'évaluation qu'on fait des trajectoires de décarbonation, finalement. Oui, tout à fait. Et non, tout à fait. Mais voilà. Et encore une fois, ça dépend aussi du niveau auquel on travaille. Et il y a toujours un arbitrage entre, encore une fois, cohérence et détail et complexité. Voilà. Voilà. Donc il y a cet arbitrage-là. Génial. Écoute, je pense qu'on a bien brossé le paysage. On a vu que c'était loin d'être un sujet trivial, ces questions d'évaluation des trajectoires de décarbonation. Si tu avais un mot pour la fin, une conclusion de tout cet échange, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, peut-être plus une conclusion, Et on n'a pas parlé de sobriété. une ouverture. Oui, notamment. on n'a pas forcément parlé du contenu des scénarios eux-mêmes. On a parlé plutôt méthode. Alors, ouais, justement, sur la qualification des sentiers eux-mêmes, effectivement, dans la façon d'appréhender, il y a un peu une forme d'opposition, mais qui ne doit pas être en vérité le cas, hein, entre une approche qui va privilégier euh, des changements de mode de production et de consommation, qu'on va appeler de la sobriété comme terme générique. Donc c'est de la modification de nos pratiques. Par exemple, je me déplace moins, je reste chez moi pour télétravailler, je change de mode de transport, je change aussi de pratiques alimentaires, enfin voilà, un ensemble de pratiques. Donc ça, c'est des leviers qu'on va appeler sobriété, que l'on oppose parfois à des leviers aux leviers plus technologiques. Et donc dans les scénarios, on va parfois contraster ces deux types de leviers, alors qu'en réalité, ils sont complémentaires. Voilà. Mais voilà, on reste souvent sur cette dichotomie. Euh, donc ça, c'est un premier point. Un autre point qui me paraît important, c'est de comprendre aussi les enjeux associés à ces deux gros blocs de solutions euh, pour voilà, essayer de qualifier au mieux voilà, typiquement la faisabilité hein, des trajectoires. On a peut-être plus de mal aussi à modéliser la sobriété du coup dans ces trajectoires. On se dit probablement qu'une filière technologique, l'éolien, pourquoi pas, on sait qu'on a les capacités industrielles de les produire, on est capable raisonnablement de projeter les capacités qu'on pourra installer. Donc c'est un côté rassurant de se dire, bon, on a une solution comme ça qui est sur l'étagère et qui va très certainement advenir, tandis que les comportements individuels liés à la sobriété, justement, c'est peut-être plus compliqué à modéliser Ouais. et à anticiper Alors, surtout. ouais, alors effectivement, il y a deux choses. Il y a la partie modélisation et la partie faisabilité dans le monde réel. Alors, en effet, la technologie est probablement la solution confortable, mais en pratique, elle peut se heurter. Au-delà d'un certain point, on sait qu'il y a des technologies qui sont matures. En effet, les renouvelables aujourd'hui le sont, le véhicule électrique l'est aussi, mais c'est aussi la question de l'échelle. D'accord. Si la taille du gâteau augmente, derrière, il faut courir pour décarboner. Et donc, il y a un enjeu d'arriver à décarboner à échelle via la technologie. Et ça, on sait bien qu'on n'a pas encore complètement tous les leviers technologiques pour garantir l'atteinte de la neutralité carbone, par exemple, si on ne fait pas d'hypothèse sur les modes de production et de consommation. Donc dans ce cas-là, ça reste un pari. Un pari avec ses écueils, puisque c'est des paris d'ordre technologique. Voilà. Et donc, à contrario, effectivement, la sobriété alors, pose des enjeux de modélisation particuliers, mais aussi pose des enjeux de faisabilité de nature différente. Alors, j'y reviendrai peut-être juste après. Avant ça, je voudrais quand même souligner l'intérêt de la sobriété, parce que la sobriété, ça consiste, enfin, c'est pas pour se faire plaisir. C'est justement parce que c'est pour justement répondre à la question du pari technologique qui, à certains égards, peut paraître risqué. Et la sobriété, ça a beaucoup d'avantages, puisque ça permet en amont de réduire la taille du système énergétique. Donc après, c'est plus facile de décarboner. Quand on a moins besoin d'énergie, la décarboner, c'est plus facile. Ça permet aussi d'éviter de faire appel à des technologies miracles, qui n'existent pas aujourd'hui, mais qu'il est pratique de mettre à la fin de notre scénario pour dire oui, mais à la fin, on va enfouir X gigatonnes de CO2 sous le sol et on va y arriver comme ça. Et ça permet aussi, autre point qui est important de souligner, d'agir aussi sur les autres impacts environnementaux, parce qu'on a parlé de CO2. D'accord. Donc la technologie, ça va résoudre éventuellement la question du CO2, mais il y a tous les autres aspects environnementaux globaux. La question de la biodiversité, la question, voilà, des questions environnementales de soutenabilité plus large, que la sobriété conduit à réduire les pressions à la base. D'accord. Voilà, donc ça c'est le point, la vision positive de la sobriété, mais en effet, il faut tempérer ça par voilà, le constat qu'il y a aussi des enjeux de faisabilité, évidemment, par rapport à la sobriété, mais qui sont donc non pas d'ordre technique et physique, mais d'ordre sociétal, quelque part. De gouvernance, de modification de pratiques, de comportement. Voilà, donc c'est un peu ça la balance. Voilà, avec quand même l'idée que
les pratiques sociales sont des objets malléables, hein, voilà, irréversibles, alors que parfois des erreurs technologiques ou des paris technologiques peuvent être irréversibles, voilà, parce que les lois de la physique sont dures. Voilà, je peux conclure peut-être là-dessus. Eh ben écoute, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Super intéressant. Ben, merci Et à toi, puis, Vincent. peut-être pour un épisode 2, du coup, pour évoquer tout ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Avec plaisir. Merci, Vincent, pour l'invitation. Merci beaucoup.